Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live Instagram en direct, désolé pour les quelques secondes de retard, où on va passer du temps avec Niels Raoult. Niels Raoult qui est directeur de la collection de la série Scam, dont la saison 6 vient tout juste de commencer. Et Niels va nous révéler en direct les secrets d'écriture de Scam, on l'espère. Donc on va l'appeler tout de suite, hop, avec Niels. Est-ce que ça marche? Niels? Hello? Salut, ça va Sylvestre? Et toi? Ouais, ouais, ça va. Donc voilà, donc on a établi qu'on se tutoyait là-dedans pour que ça soit quand même plus simple et plus sympa. Alors qu'on se rencontre pour la première fois. Voilà, c'est ça. Voilà, donc bah merci Niels de faire ce live avec nous, alors que De donc je rien. le rappelle, la saison 6 vient de commencer, si je me trompe pas. On est dans l'épisode 2 cette semaine. Exactement, on est dans l'épisode 2 qui s'achève demain, D'accord? Enfin, qui s'achève, voilà. Enfin, avec un épisode intégral qui sort. Un ouais. épisode intégral qui sort demain à 18h. Voilà. D'accord. Mais en fait, on peut considérer, enfin, quand tu dis qu'il y a un épisode qui sort, qu'on est tout le temps dans Scam, en fait, c'est tout au long de la semaine. Oui, 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 je parlais en termes de France TV Slash, effectivement, qui diffuse un épisode par semaine, mais tu le sais, ouais, on balance des clips tout au long de la semaine de manière totalement aléatoire. Sauf Mhm. pour nous qui l'avons écrit, là, on sait, on sait quand ça arrive, mais pour les fans qui attendent, effectivement, sans plus d'informations que ça, quand le prochain clip sortira, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc l'idée de ce petit live, c'est de voir un peu les secrets, enfin, ce que tu peux révéler en tout cas des secrets d'écriture de Scam, de comment ça marche le boulot pour toi au quotidien. Et Mhm. surtout, donc tu es directeur de collection, si je me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est un directeur de Qu'est-ce que c'est qu'un directeur de C'est collection? super beau, c'est vraiment super beau comme nom, ça fait très Ça fait hyper classe. voilà, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Ouais, alors un directeur de collection, c'est un scénariste en chef en fait qui s'occupe de l'écriture d'une série. Donc ça va être l'auteur référent pour le réalisateur, la production. C'est lui qui va chapeauter toute l'écriture d'une série. Donc du coup, mon premier rôle, c'est de réunir une team d'auteurs avec moi pour chaque saison. Je suis là depuis la saison 3 sur Scam France et j'ai à chaque fois pris 4 auteurs avec moi pour chaque saison qui ont pu Mhm. varier d'une saison à l'autre. Donc voilà, donc je sélectionne des auteurs, j'essaie de prendre des gens jeunes, de par le format, la cible, etc. Des gens avec qui il y aura une bonne ambiance parce qu'on va travailler pendant des semaines et des semaines en atelier d'écriture tous ensemble dans une salle, donc c'est important. Des profils variés aussi. Donc je constitue mon équipe qui est validée par la production et le grosso modo le travail sur Scam d'un directeur de collection, ça va être d'envisager toute la saison a priori. Donc je vais écrire un traitement de la saison dans les relatives grandes lignes. Je sais quand même pas mal ce qui s'y passe, en tout cas ce que j'ai envie d'y faire. Ça peut évoluer au cours de l'écriture évidemment, mais une fois que cette saison est validée par la production, la chaîne et la NRK qui détient les droits de Scam, et que j'ai réuni mes auteurs, on va commencer un travail d'atelier. Là, on va breaker toute la saison en épisodes et ces épisodes en séquence, en clip. Donc tout ce travail de brainstorm, de post-it collés au mur, de trucs comme ça pour être sûr que voilà que il se passe des choses tout le temps, qu'il y a un clip à chaque fin d'épisode, qu'il y a des relances, que tous les fils sont tenus, etc. On détermine dès cet atelier en fait tout ce qui se passe dans chaque clip, chaque épisode. Moi, j'avoue que je suis un peu un overachiever, donc j'aime bien que les auteurs partent après en dialoguer avec un séquencier qui est très clair sur tout ce qui doit se passer dans chaque séquence. C'est des séquenciers que moi, en tout cas, pas forcément le directeur de collection qui le fait, mais que moi je fais, qui est aussi une validation pour notre production Manilger et pour la chaîne de où on va avec la saison en cours. Et une fois qu'on a tout breaké ces épisodes comment dire, en séquence, qu'on sait ce qui se passe dans toute la saison, etc., là, chaque auteur va partir en dialoguer, moi y compris, vu que 4 auteurs avec moi, on est 5 et il y a 10 épisodes par saison, en tout cas depuis les saisons 3. Et là, on va passer en phase de dialoguer. Donc, la phase de dialoguer, c'est chacun chez soi. Chacun de mes auteurs va écrire une première version de son scénario. Alors, pardon, excuse-moi, je me permets Vas-y.
Interrompre. Donc, donc là, vous travaillez tous ensemble déjà. On travaille tous ensemble. On est là, en l'occurrence, tu vois, pour Dans une... la saison 6, on est chez Banijé, donc notre boîte de production. On a une salle attitrée. Ok. Tous les jours, on est en train de travailler là. On a assez peu de temps d'écriture, en fait, sur Scam France. C'est combien Donc, de temps, bon, pardon, mais juste avant. alors, pour On les va prendre- saisons, Pardon, pour excuse-moi, juste, on va prendre l'exemple donc de la saison 6 qui vient de la commencer, saison 6, ouais. si ça t'embête pas. Non, non. On va y aller précisément. Donc, la saison 5 est terminée, mais j'imagine que vous avez déjà commencé à travailler sur la 6 à ce On moment. écrit les deux en même temps. Vous écrivez. En tout cas, dans le même mouvement. C'est-à-dire que toute l'écriture des saisons 5 et 6 se fait à la suite on les traite deux par deux à chaque fois. Et le tournage est en crossboard. On est obligé, vu que, encore une fois, c'est une petite série Scam France. On Mhm. n'a pas tous les jours de tournage ni d'écriture qu'on veut. Donc, du coup, on est obligé de trouver des astuces. Donc, pour les saisons 5 et 6, j'ai eu à peu près 4 mois et demi pour Quatre écrire mois. les deux saisons. D'accord, Depuis le début jusqu'à la fin des dialogués. d'accord. Donc, Donc ça fait un peu plus de 2 mois par saison. d'accord, pour faire 20 épisodes de 20-25 minutes, c'est ça? Ouais, voilà, 4 mois et demi pour faire 20 épisodes entre 21 et 23 minutes a priori, mais parfois un peu plus, parfois un peu moins, on s'équilibre comme ça. Mhm. Et ça comprend donc effectivement tout ce travail d'atelier. C'est pour ça aussi que j'anticipe un peu en écrivant un premier document sur la saison pour au moins avoir un fil conducteur. Donc tout le travail d'atelier, de breakage de saison et après les différentes phases de dialoguer, sachant que il y a différentes versions, que derrière il y a l'input de la production, de David le réal, les Mhm. retours de la chaîne et donc il y a beaucoup de versions pour chaque épisode évidemment. Un Ouais, scénario c'est jamais un one shot. ok, d'accord. Et donc tu as dit, là pour la saison 5 et 6, tu as recruté les mêmes scénaristes. Non, Comment tu as choisi tes... alors comment je choisis mes auteurs, c'est vraiment un truc, c'est très con, hein, mais c'est un truc de feeling en fait. Maintenant, 4 saisons, je connais la série, donc je sais ce que je veux en faire, ce que je dois en faire. Et du coup, je cherche des auteurs qui vont comprendre la série, aimer la série, c'est le plus important, aimer ce qu'on fait, qui vont réussir à s'adapter directement au style, parce qu'on a tous des styles différents, mais il y a le style Scam France qu'il faut respecter. Et comment dire, et puis après, ça peut être sur un truc très personnel, en fait, tu vois, un premier rendez-vous, une bonne entente. Le truc que j'ai pas voulu faire sur Scam France, aucune des saisons, c'est de prendre des potes scénaristes, en fait. D'accord. Pourtant, tu vois, dans ce milieu-là, on a plein de potes auteurs, mais déjà parce que je pense que c'est une super opportunité, en fait, pour un jeune auteur, Scam France. Donc, j'ai essentiellement cherché des auteurs qui avaient besoin de se faire la main, comme moi, j'ai besoin de me faire la main en sortant de mon école il y a quelques années maintenant. Mhm. Et du coup, je voulais prendre des auteurs qui sont talentueux, évidemment, parce qu'à chaque fois, je leur demande de m'envoyer des choses à lire, etc., pour les recruter. Mais pour qui Scam France représente une vraie opportunité parce que je trouve que c'est en phase avec ce qu'on dit dans la série, en fait. Et moi, ça m'intéressait pas de mettre dessus des auteurs qui travaillent déjà énormément, juste parce que c'est des potes ou un truc comme ça. Donc, plutôt jeunes, inexpérimenté dans le sens longueur du CV, si tu veux, et qui apporte quelque chose et au dialoguer. Donc ça, je peux m'en rendre compte parce qu'il m'envoie des trucs dialogués et en atelier. Hyper important d'avoir une symbiose en fait en atelier, vu qu'on va passer tous les jours de la semaine ensemble pendant quelques semaines, que on puisse aussi se marrer, qu'on puisse aussi avoir des backgrounds différents. Tu vois, des gens qui viennent de milieux plus populaires ou plus bourgeois, des gens qui ont un patrimoine culturel avec eux, des gens qui ont une manière Mhm. de parler, enfin voilà quoi. Donc, j'essaie de Mhm. créer un groupe comme ça et pas plus de 5 en me comprenant parce qu'après ça devient vraiment compliqué quoi. Il y a D'accord. trop de voix qui se mélangent. Et comme chaque saison a, entre guillemets, son thème et sa thématique, en fait, tu choisis aussi tes auteurs en fonction de cette thématique, ou comme tu dis, vraiment, il faut que ça soit assez. Alors, non, c'est si j'ai ça dépend. Encore une fois, 3 et 4 c'était de l'adaptation, donc on savait de quoi ça allait parler. 5 et 6 c'était totalement inédit, donc c'était à moi de choisir ça. Je me rappelle plus exactement si j'ai commencé à recruter mes auteurs alors que c'était déjà gravé dans le marbre ce qu'on allait faire pour les saisons ou pas. Mais non, pas forcément, parce que ça laisserait supposer que ça peut être un plus. Hein, évidemment, on parle jamais aussi bien de quelque chose qu'on connaît. Et moi, je milite assez pour que chaque personne puisse raconter sa propre histoire, en fait. Mais ça voudrait dire aussi que tu es limité par qui tu es et ton histoire personnelle. Et ça, je trouve ça un Mhm. peu dommage. Donc c'est pas parce que, tu vois, on a comment dire, une saison 5 sur le handicap invisible, sur la surdité.
au-delà des problématiques de communication que ça pourrait poser en atelier ou je ne sais pas quoi, là où il faudrait un interprète, etc. Je préfère qu'on fasse ce travail de documentation, de recherche, qu'on aille au contact de ces gens-là, et à côté d'avoir un ensemble cohérent pour la saison, pour le groupe, si tu veux, indépendamment de est-ce que cette histoire te touche personnellement ou pas. Puis en plus, tu te rends compte que dans Scam, en fait, on a tous un truc qui nous touche dedans, que ce soit dans les relations familiales, amicales, amoureuses, la thématique principale ou quoi aux caisses. Mais non, ça n'a jamais été un vecteur, parce qu'on sait très bien que ce travail-là, on le fera quoi qu'il arrive à côté, en rencontrant des gens. Donc voilà. Après, ça peut être un plus. Hein. Si par hasard, il se trouve que, avec plaisir. Tu vois, dans la saison 3, j'avais une auteure dont la sœur était bipolaire. Bah, c'est super pratique aussi de pouvoir directement lui demander, elle, son ressenti en tant que sœur, donc membre de la famille d'une personne bipolaire, d'avoir des petits exercices sur des comportements, des choses comme ça, quoi. Mais ce travail-là, si on peut pas le faire en atelier avec quelqu'un qui connaît, on va faire quoi qu'il arrive des recherches. Donc voilà. D'accord. Donc, tu as rassemblé ton équipe de scénaristes. Et à Uh-huh. ce moment-là, tu as déjà, comme tu disais, tu as déjà écrit quelque chose sur les 2 saisons qui viennent, ou est-ce que c'est à partir de là que tu vas établir? Non, non, j'ai déjà écrit un truc parce que, si tu veux, comme il y a un process de validation auprès de la production de la chaîne et surtout de la NRK, donc il faut traduire le document, l'envoyer, que ce soit validé, c'est toujours un peu fluctuant. Donc là, si tu veux, je crois qu'on a commencé à travailler en avril de l'année dernière pour les saisons 5 et 6. On les traite dans l'ordre par contre. Hein. Nous, Hmm. autant en réel, ils doivent cross-border, autant nous, on fait la saison 5 puis la saison 6. Alors, Mais pardon de t'interrompre encore une fois, mais est-ce que tu ouais. pourrais expliquer ce mot de cross-border? Ah oui, alors cross-border, c'est quand tu ne tournes pas un film ou une série dans l'ordre des séquences dans lesquelles ils apparaissent dans le film ou la série, et que tu vas capitaliser sur, par exemple, tu as 3 séquences qui sont tournées dans la cantine au lycée, mais elles sont dans 3 épisodes différents. Mais si tu as le même décor, bah, tu peux poser tes caméras et tourner toutes tes séquences en fait les unes à la suite des autres. Donc c'est plus facile comme ça, tu gagnes du temps de tournage plutôt que de tout déplacer à chaque fois et de remettre en place à chaque fois. Donc on cross-board pour Mhm. gagner le maximum de temps en tournage. Ça peut être sur des lieux, des décors, ça peut être sur des cachets de comédiens aussi. Par exemple, un comédien qui est pas là sur tous les jours de tournage, on va essayer de mettre le maximum de séquences dans lesquelles il apparaît pour pouvoir rentabiliser ça quelque part, puisqu'encore une fois, ça fait partie de la contrainte que de pouvoir écrire vite, de pouvoir tourner vite, etc. Quoi. D'accord. Donc ça, c'est cross-boardé, ouais. D'accord. Et Donc, du coup, j'ai oublié ce que tu me disais avant, mais non, non, c'était juste, voilà, c'était, donc tu as écrit ton premier document, tu l'as envoyé, c'est validé, on va dire. Voilà, c'est c'est validé. validé Et partout. donc rappelons que Scam est donc une série qui nous vient du Nord, hein. De Norvège. Voilà, mais donc ils ont encore un droit de regard sur. Ouais, ouais, parce que la licence leur appartient, donc la série Scam qui a été créée par Julie Andem, et pour avoir l'autorisation de continuer Scam France au-delà des 4 saisons originales, puisque Scam original s'arrêtait à la 4e saison, il y avait ce respect on continue d'utiliser le nom Scam, on continue d'utiliser un univers qui est adapté, qui maintenant a pris ses distances évidemment, mais qui est adapté. Et du coup, ouais, il y a une validation de la NRK qui est pas du tout problématique hein, pour nous, qui est vraiment un truc justement de respect et de confiance, c'est-à-dire voilà ce qu'on compte en faire. Est-ce que ça vous parle? D'ailleurs, la NRK a été hyper sensible aux arguments des 2 saisons quand on les a présentés, parce qu'ils comprenaient on voulait pas trahir l'esprit Scam, mais qu'on voulait juste continuer cet héritage avec Scam France au-delà des saisons d'origine, quoi. D'accord, ok. Donc ouais, j'ai écrit ce document validé partout et une fois qu'il est validé et qu'on sait qu'on peut partir là-dessus, à ce moment-là, tu commences ce travail, je te dis, d'atelier, puis de dialoguer. Travail donc bizarrement on a très peu de temps, mais avec beaucoup d'étapes assez fastidieux. Donc voilà, faut écrire beaucoup, faut écrire vite, Mhm. faut avoir des idées en permanence puisque tous les jours on est en atelier. Et les auteurs, moi je veux que mes auteurs, quand ils font un épisode dialogué, aient l'opportunité d'écrire au moins 2 versions de leur dialogué. Parce qu'en une version, tu peux faire des erreurs, tu peux pas revenir et corriger, etc. Donc en fait, je leur fais faire une première version de l'épisode dialogué qui m'envoie, je leur fais des retours sur leur épisode. Parce que Mhm. en tant que directeur de collection, mon but c'est aussi d'avoir une vision globale de la saison et de la série, et donc du coup de pouvoir déjà impulser à cette étape-là le lion dans tous les épisodes. Et comment dire, et après, ils m'envoient leur deuxième version. À partir de là, les auteurs ne touchent plus au texte. Et ça va être que moi qui vais reprendre les textes pour déjà, premièrement, tout homogénéiser et lisser. Puisque Mhm. le but, c'est que
bon, déjà les plot points soient suivis d'un épisode à l'autre, qu'il n'y ait pas d'impasse. À un moment, on a commencé une storyline et on l'a pas terminée. Pour le ton, pour l'humour, pour les références à des épisodes précédents, puisque comme je peux tous les relisser, eh ben, je vais pouvoir placer un truc en épisode 3 qui va resservir en épisode 5 ou des trucs comme ça. Et voilà, une fois que j'ai tout lissé ça, j'envoie à la production et à David, qui me font leur retour. Mhm. Comme ils savaient de quoi aller parler la saison, que au fil de l'atelier, je les tiens au courant et qu'en plus je fais les séquenciers, donc le découpage en séquences de chaque épisode, ils ont quand même une vision très claire de ce qui les attend. Et mes séquenciers sont assez chargés, donc en fait, il y a limite du dialogue indirect, donc limite ils savent s'attendre aussi, ils savent à quoi s'attendre en termes de vannes, de tons, de trucs comme ça, quoi. Donc, ils reçoivent les épisodes et ils font des retours qui sont toujours des retours plutôt bienveillants et il y en a rarement des dramatiques et il y en a rarement non plus énormément, en tout cas pas énormément qui vont à l'encontre de ce qui est écrit. Donc là, je refais une version de chaque épisode qu'on envoie à la chaîne qui va aussi faire ses retours. Je vais refaire une version de chaque épisode et il peut y avoir encore une ultime version si problème de tournage, si en fait on se rend compte qu'on n'a pas un décor, si le cas de Marilyn Lima dans la saison 5 nous annonce qu'en fait elle pourra pas faire partie de la saison 5 là où il faut enlever Manon de toute la saison et des trucs comme Oui. ça quoi. Voilà, justement, par rapport à ça, tu l'avais appris, tu l'avais appris Très tard, très tard dans le processus de très création. tard ouais. Tu as dû retirer tout son personnage. Enfin, Ouais, et c'est pas et en fait on comprend, on a des comédiens qui sont émergents, qui sont hyper talentueux, qui idéalement vont tous être très demandés dans la suite de leur carrière et on est très fiers de ça dans l'équipe de Scam France et donc du coup c'était tout à fait envisageable, c'est tout à fait envisageable que comment dire qu'un comédien, une comédienne soit appelé sur un autre projet, ce qui a été le cas pour Marilyn. Et généralement, dès qu'il y a une info qui arrive, je l'ai. Tu vois, sur des comédiens, des décors, des machins, des bidules. Comme là, elle arrivait vraiment. Ouais, c'était, je crois, enfin, ça devait être fin août, quelque chose comme ça. Donc, on était déjà en fait en train de terminer la saison 6, si tu veux. Et donc, il y avait un bundle qui existait avec toute la saison 5. Et là, il a alors, fallu, alors que j'étais déjà passé sur une autre saison, pardon, retravailler la saison 5. bundle. Bundle, c'est simplement les 10 épisodes qui sont mis les uns à la suite des autres pour envoyer aux comédiens. C'est ce qu'ils D'accord. tiennent sur leur photo Instagram. Tu sais, ils ont une photo en Ouais. disant début de saison et tout. En fait, c'est le bundle de texte. Donc, c'est 200, 230 pages d'épisodes les uns à la suite des autres. Je suis désolé de t'interrompre hein, pour demander Pose toutes les questions. J'ai une diarrhée verbale. J'ai tendance à beaucoup parler. Donc, n'hésite pas. Non, non, c'est pas ça, mais c'est vrai que bundle, par exemple, Ouais, ouais, bah alors c'est en plus, c'est pas du tout un terme officiel, c'est eux qui l'appellent comme ça. Sur la page web garde, il y a marqué bundle. Moi, toutes les saisons, je dois retravailler le bundle, donc maintenant j'ai pris le terme, mais il n'y a pas de truc officiel. Mais en gros, c'est tout le document qui regroupe tous les épisodes de la saison, quoi. Et donc, bon, on va se mettre un peu bah, avant le confinement et tout ça. Comment est-ce que quand tu travailles avec tous tes scénaristes, vous êtes dans les bureaux de la production, vous êtes chacun à distance et vous travaillez par mail. C'est quoi comment vous travaillez? C'est quoi les outils que vous utilisez? Tu parlais de post-it tout à l'heure et ça m'a surpris. Ouais. Post-it, c'est Tu connais voilà. pas la méthode des post-it? Bah, j'ai une idée, mais bon, moi je suis pas, Ouais. donc je ne sais pas, je ne sais. T'es pas auteur a priori, donc enfin pas auteur de scénario, donc c'est pas grave. Mais les post-it, on s'en sert en fait pour pouvoir déplacer des comment dire des événements, des péripéties, des séquences facilement. C'est-à-dire que notamment sur Scam, là où tu vas avoir 5, 6, 7, 8 clips par épisode, parfois c'est important que telle séquence se passe avant telle autre. Parfois, c'est pas nécessaire. Parfois, pour la fluidité ou le rythme, tu vas les inverser ou des trucs comme ça. Donc, en fait, ça permet déjà de bouger tes différents clips, tes différents événements. Chaque post-it correspond à un clip. Et après, on se sert de post-it de couleur pour différencier les différentes arches, en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir, typiquement, je vais parler plutôt de la saison 5 que la 6 pour pas trop en révéler là-dessus. Mais sur l'arche d'Arthur, va y avoir une couleur attitrée pour comment dire pour Arthur avec ses parents, une couleur attitrée pour Arthur avec Alexa, une couleur attitrée pour Arthur avec Noé et voilà et comme ça tu as une vue d'ensemble en fait de ta saison à mesure qu'elle se crée et Mhm. tu sais où tu as des manques, tu sais depuis combien de temps tu n'as pas vu tel personnage par Mhm. exemple. Donc ça te permet de gérer efficacement en fait différents fils que tu dois tisser quand tu fais une saison d'une série. Donc c'est un outil beaucoup utilisé par les scénaristes. Moi je suis très mauvais là-dessus, pour être tout à fait honnête avec toi. Très mauvais. Euh,
D'accord, c'est Un noté. post-it, c'est hyper mauvais, un post-it. J'ai fait une école de scénario, on a une formation au post-it pour nous apprendre. Et c'est jamais un truc qui a été très facile pour moi parce que je fais un travail mental essentiellement. Je fais des post-it mentaux, c'est-à-dire que je sais moi dans quelle ordre doivent arriver les trucs. Mhm. Donc j'ai pas forcément le réflexe d'écrire ça et de le poser sur un mur si tu veux. Mais quand tu travailles en groupe comme on le fait pour Scam France, euh, intéressant d'avoir des post-it parce que comme ça tout le monde a la même vision sous les yeux en simultané quoi. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est la méthode des post-it et c'est en atelier. Sachant que tu vois typiquement point confinement, si demain il fallait faire la même chose dans cette situation, c'est possible. Il existe des outils de post-it digitaux là où tu peux faire exactement la même chose, mais sur une application quoi. Comme tu peux partager un texte avec Google Drive, comme tu peux voilà quoi. Mhm. Quand c'est du traitement de texte simple, c'est du Oui. Word. Et pour le scénario, c'est Final Draft qu'on utilise nous. Il y a différents logiciels d'écriture de scénario. Pour qui voudrait se lancer dans un scénario parmi les gens qui regardent, c'est un bon outil Final Draft parce que c'est hyper intuitif en fait. C'est l'iPhone du traitement de texte pour scénario. T'as une mise en page déterminée en fait quand tu ouvres le logiciel qui te permet de passer de personnage à didascalie, à dialogue, à action très facilement, simplement en appuyant sur Entrée. Et en fait, tu n'as plus du tout à t'intéresser de ta mise en page, c'est très fluide, donc voilà quoi. Mhm. Donc, Final D'accord. Draft. Final Draft, ok. D'accord. Et justement, tu as utilisé un autre terme qui était intéressant, c'est le terme d'arche. Ouais, Et donc, tu es aussi crédité comme créateur des arches de la saison. ouais, Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste donc de créer des arches et qu'est-ce que c'est les arches dans un scénario de Scam? ouais. Alors, créer des arches, en fait, ça consiste à déterminer toute l'évolution ou d'un personnage ou d'une intrigue au sein d'une saison. Donc c'est le point de départ, les différentes péripéties et le point d'arrivée d'un personnage, d'une storyline ou que sais-je quoi. Donc par exemple, quand on crée les arches pour la saison 5, c'est où est-ce qu'on prend Arthur à la base dans sa situation familiale, où est-ce qu'on veut arriver, où est-ce qu'on le Mhm. prend dans sa relation avec Alexa, où est-ce qu'on veut arriver, ponctuer des différents rebondissements, des péripéties. Et en fait, cette continuité va créer une arche. Et les arches, ça va être le document qui va regrouper en gros l'intégralité de ce qui va se passer, non seulement pour notre personnage principal, pour les autres personnages à côté qui continuent de vivre dans leurs relations amoureuses, dans leurs problématiques, et pour toute la saison en fait. Donc voilà, créer les arches, c'est ça, c'est imaginer en fait toutes les différents fils qui vont constituer nos épisodes et notre saison. Et il y a pas d'arche qui. Est-ce que tu as déjà une arche qui a couru sur plusieurs saisons, sur 5, 6, par exemple, ou Alors, ouais, chaque saison? non, non, tu peux totalement, si tu sais que si tu sais que t'as d'autres saisons, tu peux le faire. C'est-à-dire que comme on les traite ensemble, c'est facile de faire un truc qui court de 3 à 4, tu vois. De 4 à 5 au moment là, on sait pas du tout si on va pouvoir continuer au-delà de la quatrième. C'est plus compliqué parce que tu laisserais des trucs ouverts et si jamais on n'a jamais de saison 5 à ce moment-là, trucs qui seront jamais refermés. De 3 à 4, de 5 à 6, c'est plutôt simple. Quel exemple j'ai, si tu veux, pour pas parler de la saison 6 dans ce point-là en tout cas. Mais, euh, mais ça peut être un couple qui continue, au contraire un couple qui s'arrête à la saison 4 alors qu'il a commencé dans la saison 3. Ça peut être des trucs de colocation, ça peut être simplement l'évolution d'un personnage, tu vois. Basile par exemple, est un personnage qui, quand on le prend au début de la saison 3, est pas le personnage le plus sympathique du monde, qui est un personnage d'adolescent qui nous paraît nous hyper réaliste, mais qui a une belle évolution qui l'attend. Et on sait que cette évolution, on va pas la faire en une seule saison. On sait déjà qu'on a 2 saisons pour la faire. Et du coup, on savait très bien, en écrivant la saison 3, que dans la saison 4, par exemple, il allait euh, organiser l'anniversaire de Daphné ou des trucs comme ça. Donc on sait déjà qu'on va pouvoir utiliser 2 saisons à la fois. Je sais, c'est plus compliqué quand tu es incertain sur l'avenir comme on l'était à la fin de la saison 4. Alors, ça me fait juste penser là, à ce moment-là où tu dis, là, je vois les commentaires et il y a pas mal de gens d'un coup qui débordent d'amour pour Basile, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Et donc, donc ça, c'est quelque chose, bon, c'est très évident, mais donc, comment vous intégrez, enfin, je dis vous, toi et ton équipe, vous intégrez
la réaction des fans pour faire évoluer les personnages? Comment est-ce que ça marche? T'essayes d'éviter de l'intégrer pour être hyper honnête avec toi. Moi, je suis très respectueux des fans. C'est grâce à eux que la série, elle a pu prendre son envol et continuer au-delà de la saison 4, etc. Maintenant, on est auteur et comment dire, et on a des fans qui sont très vocaux et ça peut être hyper intéressant pour savoir ce qu'ils veulent. Et en même temps, ça peut conditionner ton écriture pour leur donner exactement ce qu'ils veulent. C'est comme quand tu fais du fan service, tu vois, quand ils font Star Wars et qu'ils font du fan service, si tu veux, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez voir? Ok, on va tout mettre. Et mon intérêt à moi, c'est pas de faire ça, pas pour être provoque mais parce que si je fais exactement ce que tu attends que je fasse, finalement, je vais faire simplement un truc enfin hyper attendu pour toi et le contentement que tu vas ressentir de on m'a écouté va venir au prix de j'ai pas été surpris si tu veux quoi. Ouais. Donc faut réussir à la fois essayer d'anticiper ce que les gens veulent voir et en même temps pas leur donner exactement ce qu'ils veulent parce que sinon enfin en plus je sers plus à rien quoi, je deviens un ouvrier du scénario, mais voilà, et on a la chance d'avoir une production, un réalisateur, une chaîne qui a jamais voulu en fait qu'on se propulse dans ce truc-là, à faire exactement un truc qui serait attendu ou un truc qui serait même désiré. Et parfois ça vient avec un prix. Les gens ils sont déçus, les gens ils veulent pas avoir des choses mais c'est la vision aussi d'auteur, de créateur et voilà. Et si on fait pas ça, en fait, on perd notre identité et puis surtout, ça veut dire que le public, plutôt que d'avoir un impact positif sur de la création, va pouvoir décider ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire dans une série, un film, etc. Et du coup, je pense que ça peut être un jeu dangereux. Il faut réussir en fait à répondre à des attentes du public à essayer de leur donner ce plaisir-là et en même temps réussir à les surprendre. C'est la même chose avec des personnages qui ont des défauts, qui est un peu la marotte dans Scam France et dans le fandom. Moi, j'ai jamais eu aucun problème à faire qu'un personnage fasse des conneries ou dise des conneries parce que, premièrement, ça me paraît hyper réaliste. Tout le monde le fait, tout le monde le dit. Que les gens qui nous regardent, qui sont dans cette tranche d'âge-là, et on n'a pas que des adolescents qui regardent Scam France, en font et en disent, comme les gens plus âgés. Et c'est pas pour ça que comment dire, le personnage est ruiné ou on a fait nous-mêmes une connerie en fait. On montre juste que on est une somme de complexité, de moments cool et de moments pas cool. Basile encore une fois est un mec qui peut être hyper lourd parfois, peut faire des vannes déplacées et en même temps qui est hyper généreux et loyal. Donc voilà, c'est important de faire ça quoi. Alors bah, justement, parce que comment est-ce que vous conservez toutes les infos sur les personnages? Est-ce que chaque personnage possède son dossier? Comment est-ce que ça se passe juste pour qu'il agisse à la fois? Ah, tout est dans ta tête en fait. Non, alors, pour une série normale, et à fortiori pour une série au long cours, type Plus belle la vie, tu vois, qui est là depuis 2001, 2002, 2003, enfin dans ces eaux-là, t'es obligé d'avoir une Bible, donc qui est le document de référence d'une série, et t'es obligé de tenir le compte de tout ce que les personnages ont traversé, avec qui ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, aussi pour pas faire de redondance pour tes personnages, etc. Avec Scam France, pour l'instant, c'est plus simple parce que moi, je suis là depuis la saison 3 et j'ai fait 3, 4, 5, 6. Donc, cette continuité, quoi qu'il arrive, je l'assure en étant toujours au même poste, c'est-à-dire directeur de collection. Et puis, ça reste, si tu veux, des saisons courtes avec 10 épisodes. Au pire, y revenir ne sera pas le plus problématique. Mais je te dis, pour une série en général, ils le mettent dans une bille, ouais, surtout si c'est au long cours, surtout si il y a beaucoup de péripéties et des choses comme ça. Là, on n'a pas ça pour Scam. On n'a Hmm. pas ça pour Scam parce que tu as plusieurs cerveaux. Il y a le mien qui sait exactement ce que j'ai fait depuis la saison 3, mais tu as surtout celui de David qui est là depuis le début de la série, depuis la saison 1, et qui est le Wikipédia de Scam France, quoi, si tu veux. À un moment, il va dire, ouais, merde, Emma peut pas réagir comme ça parce que dans l'épisode 3 de la saison 1, elle a dit ça. Et t'es là, genre, Hmm. ok, d'accord. Donc voilà, donc j'ai toujours Dada pour au cas où j'en aurais besoin pour m'épauler là-dessus. Mais c'est relativement simple en fait parce que c'est organique ce qui se passe chez ces personnages. Donc à un moment tu dis ah ouais merde c'est vrai il avait braqué une banque à un moment. Tu vois t'es pas dans ce délire-là du tout. Donc finalement les histoires de cœur, les histoires personnelles etc. T'as un souvenir quand tu commences une nouvelle saison assez vivace de où tu l'as laissé, qu'est-ce qui s'est passé etc. quoi. Hmm, hmm, hmm.
Et tu parlais donc tu n'es arrivé à Scam que, entre guillemets, à la saison 3. Ouais. Tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu es, Pourquoi je comment, suis là? pourquoi tu es là? Pourquoi, voilà, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je suis là? Alors, donc, tu as compris que les saisons, elles étaient traitées deux par deux. Donc, les 1 et 2 ont été faites en même temps. C'était l'adaptation d'un format étranger qui avait une fanbase hyper intéressante internationalement. Mais c'était un pari que de le faire en France. La série a été adaptée. C'est un remake plutôt qu'une traduction ou un doublage parce que, au-delà du fait de s'adapter à une culture, c'est-à-dire la France, il y a aussi des questions purement juridiques, notamment sur la musique. Scam Original peut utiliser toutes les musiques qui je te perds, tu pars vers le haut. Pardon, c'est juste Il y a, je rebranche mon portable. Tout va il y bien. a, il y a pas de problème. Désolé. Scam Original peut utiliser la musique qu'ils veulent. Nous, on peut pas faire ça. Donc, si tu veux passer ça à l'écran, c'était déjà payé en droits musicaux l'intégralité du budget qu'on avait pour faire 2 saisons. Donc ça ne servait à rien. Et puis, encore une fois, il y avait cette formidable opportunité de pouvoir parler au public français en faisant des personnages qui ressemblent à une jeunesse française. Donc 1 et 2 a été fait, mais comme une adaptation assez littérale, avec un directeur de collection avant moi, qui a pas voulu rempiler, en fait, à la fin de la saison 2, ou pas pu rempiler parce qu'il était pris sur un autre projet. C'est pas un truc de ça s'est mal passé, ou la chaîne, ou la production était déçue, hein. C'est vraiment un choix personnel de sa part. Mhm. Et là, Banijé, la boîte de prod, Carole de la Vallée, qui est notre productrice, qui est arrivée en même temps que moi, enfin avant moi, mais qui est arrivée sur la saison 3 également, était en charge de trouver un nouveau directeur et une nouvelle directrice de collection. Et c'est un malentendu total sur mon arrivée dans Scam France, puisque je ne connaissais pas Carole, et je pense qu'elle elle serait pas venue me chercher particulièrement, mais elle a envoyé un message à mon mec, qui est scénariste, parce qu'elle avait travaillé avec lui, qui lui a dit voilà, j'ai ce projet, est-ce que ça t'intéresse? Et mon copain a dit écoute, moi j'ai vraiment pas le temps, mais je pense qu'il y a un mec qui serait bien, c'est Nils. Et du coup, j'ai rencontré Carole comme ça. C'est devenu depuis une sorte de vanne entre nous, hein. C'est comme l'éditeur qui a refusé Harry Potter, quoi, si tu veux. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré Carole totalement en urgence. J'ai eu un appel le matin et je devais faire un rendez-vous l'après-midi, si tu veux. Donc en l'espace de 3 heures, j'ai dû regarder le premier épisode de la saison 3 de Scam Original. Et j'ai regardé le premier épisode de la saison 1 de Scam France et le premier épisode de la saison 1 de Scam Original pour voir le travail d'adaptation. Voilà. Donc les deux premiers épisodes de chaque série et le premier épisode de la saison 3 parce que je savais que c'était elle que j'allais devoir travailler en premier. Mhm. J'ai rencontré la production, Carole et Sophia Benchekroun, qui est la directrice littéraire de Scam depuis le début de la série, là pour le coup. Et voilà, elles m'ont dit que m'ont parlé de Scam que je connaissais pas du tout, donc la honte. Hein. Et après, elles m'ont dit on voit plusieurs auteurs. Moi, à ce moment-là, j'avais aucune expérience de directeur de collection, donc c'était un vrai pari pour elles que de me prendre. Heureusement pour moi, il y avait un test à passer et je suis pas mauvais en test. Et du coup, il fallait faire les 10 premières pages. Enfin, qu'est-ce que donnerait le premier épisode de la saison 3 version française? Donc, faire les 10 premières pages, si tu veux, du premier épisode de cette saison 3 française en adaptant. J'avais le script de la version originale. J'ai fait ça, j'ai attendu. Très rapidement, on m'a dit cette fois, super. Et quelques jours après, j'ai à peine eu le temps de rencontrer les auteurs qui avaient déjà travaillé sur Scam France ou d'en recruter qu'on a commencé en fait un atelier pour la saison 3, quoi. Donc ça a été D'accord. hyper rapide et totalement sur un malentendu à la base. Ok. Et donc, avant de faire la saison 3 de Scam, tu as travaillé sur Fierté. Ouais, Voilà. Donc, on a co-créé et co-écrit Fierté, ouais. voilà. Et donc, j'imagine que tu fais un lien entre la saison 3 enfin, c'est très évident comme question, mais tu fais un lien entre les deux parce qu'il y a quand même une différence de ton. Ah, c'est pas. Attends, je t'ai perdu parce que j'ai tiré mon bras. Pour rappel, Fierté, bah, tu peux raconter ce que c'est d'ailleurs Fierté. Voilà, tu peux faire mieux que moi, j'imagine, parler de Fierté. Alors, Super Fierté, série, si vous avez l'occasion d'ailleurs c'est gentil, Sylvestre. de la regarder. Fi- Il faut vraiment la regarder. Fierté, c'est une mini-série qu'on a co-créée avec José Caltagirone et coécrite et avec Philippe Faucon, qui est le réalisateur également, qui nous a rejoint. En fait, on a proposé le projet. On avait cette vision de faire une mini-série, donc un 3x52, pour décrire en fait l'évolution de la lutte pour les droits LGBT à travers un couple et une famille des années 80 à 2013, Mariage pour tous. L'idée étant que chaque épisode soit autour d'une date clé, donc la dépénalisation de l'homosexualité en 81, le Pax en 99 et le mariage pour tous en 2013, et de suivre en fait les mêmes personnages sur ces 30 et quelques années, quoi.
Et du coup, on a écrit ce projet, proposé ce projet d'abord pour le FAI pour avoir une bourse d'écriture pour nous permettre de le développer, et après chez Scarlett comme boîte de production. Je l'ai effaré et voilà, elle a adoré le projet. Elle l'a pris. On l'a développé un document pour accrocher un réalisateur parce qu'on savait qu'on voulait aller voir Arte et on voulait un packaging avec un réalisateur. C'est Scarlett qui a pensé à Philippe Faucon parce que son cinéma est parle beaucoup d'identité en fait, d'intégration, et même si là c'était sur l'homosexualité, finalement c'est la même thématique. Donc on a envoyé ça à Philippe qui a trouvé ça super. Et après, on l'a envoyé à Arte en attendant la réponse d'Arte. Entre-temps, Philippe a eu un César, donc on s'est dit merde, il va nous dire ciao, bye les gars, c'était sympa, mais je vais faire un nouveau film. Pour Et Fatima. ouais, il a eu le César pour Fatima, et en fait, donc on lui a envoyé un message pour dire félicitations pour ton César. Sinon, t'en penses quoi de la série, etc. Enfin, un truc comme ça. Et il nous a répondu le lendemain en disant merci beaucoup les garçons. Quand est-ce qu'on commence pour Fierté? Donc il était toujours emballé même après le truc. Il a fallu attendre encore un mois que Arte valide parce que tu sais, t'as une double validation française et allemande chez Arte. Et à partir de là, il y a eu le développement de la série. Ça a été génial d'un bout à l'autre. Ça a été hyper simple parce que Arte fait confiance à une vision de créateur, de réalisateur, etc. quoi. Et du coup, ça a été le développement le plus rapide et le plus détente qu'on puisse imaginer pour la série. Donc la série a été diffusée, je vais te dire une connerie là, parce que je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, je pense. On va dire il y a 2 ans, parce que quand on pense que c'est l'année dernière, c'est toujours en fait plus tard. Ouais, ouais, non, donc c'était il y a 2 ans, et voilà, et donc c'était une super expérience. C'était la première fois que je créais enfin que je co-créais en l'occurrence, mais une série. Et c'est génial. Et je sais pas si Fierté a impacté sur la décision de Carole de me prendre, pour le coup. Mais encore une fois, c'est très différent, directeur de collection et créateur de série. Mais en tout cas, le lien que j'y vois moi, c'est le lien que je vois avec tous les projets que je fais, à savoir que je mets dans tous les projets que je fais une représentation LGBT, quelle qu'elle soit. D'accord. Que c'est LGBTQIA+, mais c'est n'importe quoi du moment que ça me parle personnellement. C'est une communauté dont je fais partie. Donc ça me paraît important d'offrir cette représentation-là. Travail que je continue avec Scam, en fait, y compris pour les LGBT, bien entendu. On a beaucoup de personnages qui s'identifient dans cette communauté. Et aussi pour un truc de représentation de manière générale. C'est un truc qui me touche personnellement. Je suis persuadé qu'on gagnerait à représenter beaucoup plus, beaucoup mieux idéalement, tout un tas de minorités, que ce soit sur le genre, sur l'orientation sexuelle, sur l'ethnicité, sur le handicap, tu vois, par exemple, etc. Je pense que c'est nécessaire, en fait, d'avoir ça dans notre cinéma, dans nos séries. Et voilà, c'est pas du tout un token, c'est pas du tout pour en parler parce que ça fait bien émettre ça, quoi. C'est vraiment parce que j'ai grandi, moi, en voyant pas de représentation ou très peu, ou très mal, ou très négative de l'homosexualité. Et j'ai envie que un gamin aujourd'hui puisse grandir avec des séries et des films, là où au contraire, on peut tomber amoureux, baiser en mourir, on peut s'éclater, on peut être totalement intégré, trouver du boulot, enfin des trucs comme ça, quoi, si tu veux. Mmh. Donc voilà, donc le vrai impact, c'est ça, si tu veux, Scam, c'est un peu le point culminant de Fierté, dans le sens là où on parle de cette lutte pour ces droits LGBT, et qu'on a dans Scam juste une histoire d'amour entre deux garçons, avec ses complicités, évidemment, si tu veux, mais c'est l'idéal à atteindre, quoi. C'est que demain, n'importe qui puisse aimer un homme, une femme, ou quelqu'un qui ne s'identifie pas à Mmh. travers un genre, et être heureux, et pas être conspué, montrer du doigt, regarder de travers, etc., quoi. Hmm. Tu parlais aussi que tu avais, donc, justement par rapport à ça, que tu avais une grande liberté de création là-dessus, sur les thèmes que tu vas aborder dans Scam. Ouais. Comme là, comme tu l'as dit, la série est terminée, la série originale est terminée, et que là, vous êtes Mhm. un peu. Et que c'est, si je ne me trompe pas, de tous les scams mondiaux, On est un peu, pardon? de tous les scams, Ouais, mais on est quoi, t'as dit avant? sur le scam, vous êtes la plus, celle qui allait le plus loin, en fait, Ouais, pour l'instant, ouais. en Pour termes. l'instant, en tout cas, ouais. Voilà. Et donc, donc vous avez une liberté des thèmes que vous allez aborder, ou comment tu détermines ça Écoute, moi en tout cas, j'ai une totale liberté auprès de la production, puisque Carole et Alban Etienne, chez Banijé, m'ont suivi.
hyper facilement sur les deux thématiques. J'ai un partenaire exceptionnel avec David Oureg, le réalisateur, puisque on se comprend parfaitement que s'il a envie de parler d'un truc, j'ai envie d'en parler et inversement, quoi. Donc côté français, ça a été hyper simple en fait. David était immédiatement partant pour tout. La production nous faisait totalement confiance, on sortait des saisons 3 et 4. La série avait vraiment décollé parce qu'en saison 1 et 2, finalement, le succès était peut-être moindre. Et du coup, là, ça prenait vraiment de l'ampleur. Et voilà. Et après, c'était la NRK à convaincre. Et la NRK a été très facilement convaincue, sortie de leur demande à eux. Voilà. Dont on doit garder le mystère sans qu'il soit très mystérieux, puisque plein de gens le savent ou ont découvert. Mais en gros, voilà, ils ont leur mot à dire sur tout un tas de choses, la direction que prend la série, les storylines qu'on va traiter, les personnages qu'on va mettre en avant, etc. Hmm, d'accord. Et donc, Mais ouais, liberté totale, ouais. ok. Une question qui revient, enfin qui m'a frappé moi quand j'ai découvert la série, je ne sais pas du tout si tu as la main là-dessus, c'est les musiques en fait. C'est, Alors, voilà. moi, j'ai pas la main, mais oui, c'est C'est cool. important. T'as jamais pu placer une musique, toi que tu J'ai t'as j'ai- envie, j'ai pu, etc. j'ai pu envoyer des suggestions à David, qui est celui qui choisit. Mais la musique, si tu veux, et c'est important que les gens comprennent ça, en fait, tout ce qui se passe dans une série ou un film est soumis à tout un tas de contraintes. Donc, par exemple, les gens qui disent, mais pourquoi tel personnage n'est pas dans telle séquence? Et bah, parce que c'était un cachet de comédien. On t'entend plus. Comment dire, des groupes très connus, des musiques. Tu m'entends? Oui, 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 ça, c'est revenu, pardon. Ok, Tout va d'accord. bien. Et donc, les gens qui s'étonnent de ne pas avoir des groupes plus connus ou des musiques plus connues en permanence, comme dans ce cas original, c'est simplement parce que bah, ça coûte de l'argent et qu'on a un certain budget alloué à la musique. Et heureusement, on a Super Dada qui a accès à un catalogue de musique et écoute tout. Mais tout, 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 tout. Et comme il prépare la saison, qu'il a ses plans en tête, qu'il sait ce qui va se passer, etc., il est déjà capable dans ce travail de prépa de savoir quelle musique il va mettre avec quelle séquence, etc. Donc voilà, donc il va aller chercher des musiques peut-être moins connues, des groupes français. Il essaye de mettre en avant le maximum d'artistes français aussi. Et après, ce pourquoi on a un peu de budget, donc les quelques musiques par saison, là, on va pouvoir mettre un peu plus d'argent, les garder pour des séquences assez fortes, type Maître Eddie de Préto dans la saison 3 par exemple, si tu veux, quoi. Mm. Donc c'était Ouais, important. il y avait Stromae à un moment, La fête de trop, c'est ce genre de truc. Enfin, c'est un Ouais, souvenir. ouais, ouais, voilà. Donc en fait, tu vois, dans chaque saison, ouais, c'était dans la saison 1 et 2 ça, je pense. Mais comment dire, en fait, quand il peut placer un truc, il le fait évidemment avec plaisir, mais le reste, c'est surtout de l'intelligence de réalisateur slash spectateur, parce que il a conscience de cette musique sur cette séquence, ça va être top, quoi. Donc Mm. voilà, donc c'est David qui choisit tout ça Mm. et qui a fait découvrir plein de musique à plein de monde, quoi. Parce que pour une série qui est obligée de composer avec effectivement un catalogue limité et des choses comme ça, bah, il s'en tire hyper bien. On a tous découvert des chansons grâce à Scam, quoi. Mm. Et aussi, comment est-ce que tu intègres la difficulté des séquences en temps réel? Comment vous choisissez précisément tel jour, telle heure? Voilà, comment ça se passe au niveau de On l'écriture? plouffe. On fait pour un, pour deux, pour trois, pour quatre. Non, comme on construit chaque épisode, si tu veux, c'est du temps, c'est du faux temps réel, mais c'est du temps réel. Donc on sait va avoir 9 ou 10 semaines selon si on fait des épisodes un peu particuliers de diffusion. Moi, j'ai l'opportunité de choisir quand la saison va commencer à peu près dans une fourchette. Mais typiquement, là, pour la saison 5, on savait qu'on pouvait faire le teaser le soir du 31, donc ça, c'était super. Et ou la saison 4, savoir qu'on pouvait terminer le jour de l'Aïd, par exemple. Donc se servir du temps réel, c'est les premières saisons. Alors, manque de bol, on a eu manque de bol sur tout un tas de raisons, évidemment, et on pense très fort à ceux directement concernés, mais on a eu cette épidémie qui est arrivée et qui plombe l'aspect pseudo-réaliste de la série, puisqu'effectivement, les personnages sont dehors et qu'on parle pas du tout du Covid, mais on pouvait pas l'anticiper. Mais par contre, sur cette saison, on a anticipé les vacances, tu vois, par exemple, ce qu'on n'avait jamais fait sur les saisons d'avant. On essaye de penser aux fêtes, type la Saint-Valentin ou des choses comme ça.
On essaye de penser à des trucs normaux de là, nos personnages sont en terminale, va y avoir le bac. Les anniversaires fictifs des personnages. L'anniversaire de Daphné arrive bientôt, par exemple. Donc voilà. Les fans sont hyper attentifs en plus. Donc si le transmédia rate un anniversaire, directement, ils disent mais c'était l'anniversaire de Basile, là, on fait rien, les gars. Donc voilà. Donc on essaie d'intégrer à la fois comment dire, ce que la série a créé, en fait, si tu veux, la mythologie de la série, à la fois les trucs de la vraie vie en essayant de coller au maximum. Et après, on détermine l'ordre des séquences un peu induit dans les épisodes qu'on fait parce qu'on a besoin que comment dire, que Arthur rencontre un dealer une première fois pour que quand il le revoit une deuxième fois, il se fasse fracasser, si tu veux. Et les horaires sont plus ou moins aléatoires. Ils sont toujours réfléchis si on est plutôt en cours, plutôt en retour de cours, plutôt le soir, la nuit, etc. Après, pour que ce soit 3h36 ou 3h26, si tu veux, parfois c'est juste moi qui ai écrit 3h26 et voilà quoi. David aime bien s'amuser avec. Ça rappelle un peu les vieilles séries télé policières, justement, où il y a marqué 15h27 sur le lieu Bah du ouais, crime. avec les panneaux, ouais, les bandeaux, les Voilà, cartons. mais là, pour le coup, c'est un vrai intérêt scénaristique, en fait. C'est-à-dire, C'est un vrai intérêt. Quand je te dis aléatoire, c'est quand on a identifié, mais que ça peut jouer de 10 minutes. Le vrai intérêt, c'est qu'on donne des rendez-vous aux spectateurs. Par exemple, on se retrouve le lundi à 13h, quoi. C'est quand on met en place un rituel, aller voir un psy, un dîner de famille, des trucs comme ça. Là, ils mangent à peu près tous à la même heure. C'est quand on s'en joue comme cette séquence affreuse pour les fans en saison 3, là où Elliot donne rendez-vous à Lucas et ne se pointe pas, en fait, hmm, parce qu'on joue, en fait, de cette déception-là. Aussi chez Lucas, qui, quand la séquence commence 40 minutes après ce qui est prévu, s'est fait poser un lapin, en fait, et attend hmm. depuis 40 minutes dans le vent, quoi. Donc, on essaie de l'inclure aussi à la narration et du mieux qu'on peut. Et après, ça peut être aussi des trucs de David aime bien foutre des Easter eggs, moi aussi. Donc parfois il y a des dates ou des horaires qui sont pas anodins. Mais ça c'est plus le jeu de découvrir voilà pourquoi ça a tel horaire ou telle date. Parfois c'est des séquences de chiffres que tu vas retrouver sur toute la saison, des trucs comme ça quoi. Donc tout un tas de raisons. Après parfois on est aussi obligé de changer des trucs, tu vois. Moi j'ai écrit que ça se passait à 19h38 mais il est censé faire nuit. Et en fait, ce jour-là, le soleil se couche à 19h43. Ça veut dire qu'on ne fera pas la séquence avant 19h55 ou un truc comme ça, histoire qu'il fasse vraiment nuit, quoi. Ça a été Hmm. filmé de nuit, etc. Donc, il peut y avoir des petites modifs comme ça. Justement, en parlant de motifs, t'es présent sur le tournage? Comment ça? je, je fais des apparitions, mais c'est des apparitions juste comme ça pour le plaisir d'y aller. On a un travail hyper sain avec David. Jamais il va être dans l'ingérence dans mon boulot et je me permettrai jamais d'être dans l'ingérence dans son boulot. Donc, le plateau, le tournage, c'est sa partie. Moi, je suis là que s'il me demande de venir ou Mhm. si il y a une séquence là où je peux venir sans déranger parce que tu vois à l'air libre ou dans un grand espace où je vais pas marcher sur les gens et je vais laisser travailler en paix. Ou parfois, s'il y a besoin c'est arrivé une ou deux fois, de réécrire un truc parce qu'on n'avait pas le décor ou c'est en extérieur mais il pleuvait, etc. Là, j'ai pas besoin d'aller sur le plateau, mais là, il y a un vrai truc ok, step in maintenant parce que tu dois changer un truc. Mais comment dire, mais moi, je vais sur le tournage que pour le plaisir. Je suis pas du tout là je suis pas showrunner, il est pas showrunner. On est showrunner à deux dans le sens là où je m'occupe de toute l'écriture et s'occupe de tout le tournage, quoi. Mais par contre, notre collaboration est hyper importante dans Scam France, c'est-à-dire que jamais je ferai un truc euh, qu'il ne comprend pas. Il n'est pas obligé d'être d'accord direct, mais il doit comprendre pourquoi on fait ça. Et de la même manière, je pense qu'il tournerait jamais un truc dans mon dos pour le plaisir de se faire un petit kiff de réalisateur ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a un truc hyper respectueux entre nous. Et surtout, parfois, on a vraiment un cerveau partagé à deux, quoi. Mhm. Donc je vais pas sur le tournage, si ce n'est je te dis, pour le plaisir d'aller sur un tournage, quoi. Mhm. Et donc, parce que là, donc, tu disais qu'il n'y avait pas de showrunner sur la série, mais vous étiez deux. C'est ça, en fait, votre modèle de conception de la série. Pour rappel, donc, Ouais, le showrunner, c'est la personne qui est censée pas, pas tout contrôler, mais moi, si, c'est le créateur qui chapeaute. Enfin, c'est pas forcément le créateur parce que le D'accord. showrunner peut changer au cours de trucs, mais à la base d'une série, c'est généralement le créateur de la série qui est showrunner sur la première saison. Ce titre peut être transféré sur des saisons ultérieures
Et pour la saison donnée, c'est la personne qui va chapeauter toute la série depuis l'écriture jusqu'au choix des musiques, justement. Je parle d'un modèle américain, là, hein, jusqu'au choix des musiques ou des trucs comme ça, quoi. Ça, c'est pas Euh, le modèle que Scam a. Bah, c'est pas le modèle parce que David, David a rien à m'imposer sur l'écriture, en fait. Et je n'ai rien à lui imposer sur le tournage. Et on le fait de manière complémentaire. Parfois, dans les articles, David a été mentionné comme le showrunner et a envoyé des messages aux journalistes en disant non, non, je suis pas showrunner. Et moi, si on me dit que je suis showrunner, je fais non, je suis directeur de collection ou je suis showrunner de l'écriture si tu veux, mais je choisis pas les musiques et je décide pas que là, j'ai besoin d'un hélicoptère dans le plan, quoi, si tu veux. Bien sûr, mais Donc de Scam, ça te va aussi, attends, j'imagine. C'est pas un truc, c'est pas une. je t'ai perdu, Sylvestre, répète. Tu m'as perdu? Là, ça va? Ouais, là, ça va. Ok. Si on t'appelle scénariste en chef de Scam, ça te va aussi ou c'est trop, c'est. Bah, ça me va totalement, ouais, parce que c'est un peu, c'est comme ça que je me définis, tu vois, quand on me demande. C'est pour les gens qui connaissent pas directeur de collection, je dis que je suis scénariste en chef, je suis head writer, je suis voilà quoi. Mais comment dire? Mais ça me va parce que c'est mon vrai taf, si tu veux. Moi, je chapeaute l'écriture, je choisis des auteurs, je repasse sur leurs textes, etc. J'ai des auteurs formidables avec moi sur toutes les saisons. Là, la saison 6 en cours, j'ai des auteurs géniaux, je les adore, etc. Ils sont très talentueux. In fine, c'est quand même moi qui, si à un moment je veux qu'on fasse une séquence ou qu'on la fasse pas, qui vais choisir ça, mais je les inclus toujours, etc. Mais donc sur l'écriture, c'est moi. Sur le plateau et la réal, c'est David. Et au fur et à mesure, auprès de la chaîne et de la production, j'ai l'impression, il pourrait te confirmer ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu nous deux, quoi. On fait un truc très, très en symbiose tous les deux, quoi. De quoi tu te nourris comme série pour Scam? Est-ce que tout ce que tu regardes peut te servir d'inspiration ou il y a des trucs qu'on te conseille par exemple en te disant tiens tu dois regarder ça, c'est un format court, ça te plaira, ça parle d'ado et tous tes potes te filent ça ou pas du tout Bah, t'es au courant en fait, tu vois, t'es au courant que les grands existent, t'es au courant que là il y a Skip qui s'est lancé pour France Télévisions. On a des images de surtout des séries américaines en fait. En ce moment sur Netflix, ça pullule, tu vois, des séries d'adolescents, mais t'as de la création française, t'as Mortel, Vampire, si tu veux, qui met en scène des adolescents en personnages principaux, etc. Même c'est des genres, enfin des séries de genre. Donc tu les as t'as une... regardés ou pas du ouais, tout? j'essaie de regarder tout ce que je peux. J'essaie de regarder tout ce que je peux. Il y a des trucs que je regarde pas en entier. J'ai pas le temps et puis ça m'intéresse pas. J'ai aussi des goûts de spectateur, mais j'essaie de me tenir au courant au maximum en fait. Déjà pour pas répéter les mêmes choses que d'autres. Et puis pour voir ce qui se fait, voir ce qui marche pas. Sex Education est hyper intéressant à regarder comme série qui parle d'ado. Et ça reste en même temps une série américaine, donc si tu veux, il faut aussi faire la partition entre ce qui est réaliste pour nous et ce qui est réaliste pour un campus américain, quoi. Donc c'est pas totalement le même délire. Mais j'essaye de regarder pas pour m'inspirer, pour me nourrir l'esprit, oui, pas du tout pour trouver des références ou ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Après, la matière première, je pense pour moi en tant que scénariste, que ce soit sur Scam ou sur autre chose, c'est la somme des trucs que je vis, des trucs que je regarde, des trucs que j'écoute, des gens que je croise dans la rue, des conversations que j'entends quand je travaille au café. Je travaille toujours au café pour ça, en fait, pour choper un couple qui fait un premier date, deux personnes âgées qui ont rien à se dire, si tu veux. C'est ça qui va nourrir aussi ce que tu vas foutre dans un scénario derrière, quoi. Donc, je me Mhm. nourris essentiellement de ça quand j'écris. Et après, pour Scam France en particulier, il n'y a pas de, j'ai pas une série de références ou un film de référence où je me suis dit, ah, ça c'est Scam. Ma référence pour Scam, et c'était la facilité en même temps, l'énorme enjeu, c'était Scam en fait. On fait une Mhm. adaptation d'une série géniale qui a cartonné, qui a laissé une empreinte très vivace chez les gens, même des années après son arrêt. Mon moteur principal, c'est que on soit pas ridicule, que les gens soient pas déçus, que ils retrouvent l'esprit qu'ils aimaient dans Scam et en même temps qu'ils comprennent que c'est une autre série, a fortiori maintenant évidemment quoi. Donc c'était un peu ça l'enjeu. Mhm. Mais sinon pour le reste, je peux pas te dire ce qui filtre ou pas parce qu'encore une fois j'essaie de regarder tout un tas de choses quoi. Même un épisode tu vois pour voir ah ok c'est ça. Plein de gens qui te parlent d'une série, à un moment tu te sens con de pas l'avoir regardé. À part Game of Thrones. Game of Thrones, j'ai attendu 5 saisons avant de regarder parce que justement tout le monde en parlait. J'étais là, genre, je veux pas regarder ce truc dont tout le monde me parle, quoi. Donc voilà. Alors si tu mets de l'inspiration Game of Thrones dans Scam, ça va très mal finir là, Sylvestre. Attends les dragons de la saison 6.
Mais alors là, pour parler de l'actualité, donc si tu dis que tu travaillais au café, j'imagine que là en ce moment c'est un peu compliqué pour aller se poser, pour aller écrire. Donc, mais au-delà de ça, est-ce que si Ah oui, pardon, les commentaires disent Sex Education, c'est anglais. Vous avez tout à fait raison. J'ai dit américain, britannique. oui, c'est vrai, mais bon, il y a quand même, je pense, une bonne partie de, enfin, c'est un imaginaire aussi anglo-saxon Oui, oui, je voulais dire un modèle anglo-saxon, si tu veux, voilà, effectivement, qui échappe à nos codes à nous. il y a un tout, voilà, on dit ça pour se rattraper un peu. Mais Pardon, les gars. oui, est-ce que après la saison 6, est-ce que vous avez déjà prévu donc d'aller plus loin que la saison 6 et est-ce que vous ferez référence au confinement? C'est ça qui est ma question qui me taraude un peu. Alors, pour répondre à ta question sans y répondre, puisque je ne peux pas te répondre, euh, ça a été évoqué. Et c'est facile de dire que ça a été évoqué, puisque quand Delphine Ernotte te dit on réfléchit à des saisons 7 et 8, si tu veux, tu peux pas dire non, non, on n'y a jamais pensé, quoi. Donc ça a été évoqué. Moi, je travaille pas dessus, je peux te le confirmer, ça, pour le coup, parce que ce confinement impose forcément un truc très différent, qu'on est à un stade là, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas quand on va pouvoir tourner, on ne sait pas comment on va pouvoir tourner, on ne sait pas du tout ce genre de choses. Donc du coup, moi, là, je travaille sur totalement autre chose. Et dans la projection de saison supplémentaire, il faudrait réfléchir à comment c'est possible, puisque a priori, je ne crois pas qu'il va y avoir des tournages à partir du 11 mai, si tu veux, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été arrêtées. Donc, les comédiens, les techniciens, enfin, tout un système qui se remet en marche va faire que ça va être les Hunger Games un petit peu, ça va être la foire à l'empoigne, Après Game que of Thrones, Hunger Games, ça va être. des grosses refs, que ça va décaler forcément les tournages, que si ça reprend dans l'ordre là où ça a été arrêté et que c'était programmé, c'est compliqué. Et du coup, si c'est pas possible, si jamais c'est pas possible d'écrire de saisons supplémentaires, de tourner de saisons supplémentaires et de les avoir pour l'année prochaine, est-ce que c'est possible tout court de le faire, même ultérieurement? Est-ce que la chaîne va en avoir envie? Est-ce que la NRK va nous laisser le faire? Est-ce que nous, personnellement, on a envie? Les comédiens sont plus âgés, on termine le lycée, Scam se passe au lycée. Il y a mille raisons, en fait, qui fait. Donc, ça pourrait être avec une nouvelle génération. Cette saison, on a introduit un nouveau personnage. Ça pourrait être un passage de relais. C'est hyper. Je peux pas te répondre parce qu'en fait, c'est soumis à trop de choses qui sont pas de notre fait. Il y Moi, a possibilités aussi, il y a beaucoup de possibilités. Oui, pardon, je t'ai interrompu. non, mais il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que Scam est une série hyper importante en fait. Donc, je suis content qu'une série comme Scam existe, Scam France en l'occurrence pour nous. Je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Je pense qu'il y a plein de trajectoires de personnages à dessiner. Il y a plein de gens à représenter. Il y a plein de sujets auxquels s'attaquer. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va y avoir des saisons 7 et 8? J'en sais rien du tout. Mais par contre, et là, pas de blague honnêtement, parce que j'ai la réputation de l'avoir fait une paire de fois quand il y a eu des leaks, etc. Mais vraiment, moi, je travaille pas du tout sur des saisons 7 et 8 parce que tout s'est un peu immobilisé, y compris pour nous en plus à l'époque, quoi. Mhm. Là, c'est hyper flou. C'est hyper flou. Et puis, je sais pas si les gens voudraient de saison 7 et 8. Je sais pas si la chaîne voudra de saison 7 et 8. Je sais pas si moi, je suis pas passé à autre chose et que j'ai pas envie de faire autre chose. Ça dépend de tout ça. Mais toi, en tant que scénariste, d'une façon générale, est-ce que tu intégrerais le confinement Bah, si demain tu me dis je dois m'occuper de ça, que ce soit sur Scam ou sur un autre projet, Hmm. mais oui, tu peux pas passer à côté. On n'est pas en train de. Là, a priori, il y a eu un doute pendant un temps, si tu veux, de est-ce que ça allait être un épiphénomène comme a pu être la grippe aviaire, H1N1, des choses comme ça, si tu veux. Quand je dis épiphénomène, c'est pas en termes de dramatique, hein, c'est en termes de pérennité sur le long terme. A priori, le Covid-19, ce confinement va modifier sensiblement, au moins pour les prochains mois, voire années, notre vie, d'une manière ou d'une autre, Hmm. dans l'économie, dans notre manière de consommer, de sociabiliser, de voir des gens, etc. Ça me paraît très compliqué de faire une série comme Scam France qui veut être réaliste sans le mentionner. Manque de bol là, on a tourné un peu trop tôt pour savoir que ça allait arriver. Hmm. Je pense que s'il y avait des saisons supplémentaires, ça serait forcément intégré parce que peut-être qu'à ce moment-là, on sera toujours avec des masques obligatoires dans les transports parce que voilà quoi. Donc Hmm. pour Scam et pour d'autres projets, si tu veux faire un projet réaliste, en tout cas, si ton but c'est de parler du monde en 2020, paraît compliqué de pas en parler là tout de suite maintenant. Hmm.
Maintenant, en fait, dans quelques mois, on va arriver à une version stable d'un vaccin, sachant que il va y avoir des mutations, donc ce sera jamais total, mais c'est comme pour la grippe, si tu veux. Est-ce que le masque, ça va devenir un truc qui va faire partie de notre culture, parce que dans plein de pays asiatiques, c'est tout à fait banal de se balader dans la rue avec un masque, certes pour la pollution, mais voilà. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Va y avoir une transformation, c'est sûr. Combien de temps elle va durer? Je ne sais pas. Quel Euh, impact à long terme? Je ne sais pas. Je crois qu'aucun d'entre nous le sait, quoi. Mais ne pas en parler là tout de suite maintenant, ça paraît compliqué, ouais. Alors, bah, en parlant de ça, malheureusement, il nous reste, on arrive au bout du temps. Là, il reste, je vois un compte à rebours qui apparaît. Il reste 15 secondes avant que le live se termine. 19. Voilà. Donc, bah, 15 minutes ou 15 secondes? 15 secondes, 10 Ah secondes. putain, vite! 15 secondes, là, c'est terminé. Merci beaucoup, Nils, en tout cas, d'avoir participé. Merci à toi, Sylvestre. C'était très intéressant.